Je peux prendre le premier tour de table. Donc bonsoir à toutes et tous, Alexandra Vattier. Donc moi je travaille chez BL Evolution. Donc je suis consultante. Mon métier c'est d'accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration de leur politique publique en faveur de l'environnement, en particulier donc sur le changement climatique, à la fois sur l'atténuation du changement climatique et l'adaptation. Donc voilà, aux côtés des élus, des acteurs locaux. Et puis, je présenterai BL Evolution juste après, mais je vais laisser la parole à Baptiste et Orléna. Je peux prendre la suite. Du coup, Orléna Ascarius, donc pareil, consultante chez BL Evolution. Et moi, je m'occupe particulièrement de tout ce qui est, sur les questions d'adaptation au changement climatique. Donc voilà, je travaille avec les collectivités et les territoires, notamment sur leur vulnérabilité et sur toutes ces questions d'adaptation au changement climatique. Bonsoir à tous, Baptiste Salmon, donc je suis doctorant au sein de BL et donc je suis rattaché à l'université de Paris-Saclay et l'université de Versailles et ma thèse porte sur l'adaptation au changement climatique et plus spécifiquement sur des communautés qui font face à des risques existentiels, donc à une forme de petite fin du monde qui peuvent se produire en France et à l'étranger. Voilà. Et du coup, peut-être pour présenter en 2 minutes ce qu'est BL Evolution, si je devais résumer, je dirais qu'on est comme Carbone 4, sauf qu'on est une société coopérative, mais je peux rentrer dans 2-3 petits détails. Du coup, notre cœur de métier, c'est le conseil aux entreprises et aux territoires sur la transition écologique. Donc, on est vraiment mixte sur ces 2 types d'organisations, publiques et privées. Donc, on a des expertises autour du climat, de la biodiversité, de l'économie circulaire, du numérique, etc. Et en particulier donc, dans nos missions auprès des organisations sur la question climatique, on a effectivement constaté un manque de projection, un manque de prise de conscience, non seulement de la question climatique, vous devez le voir aussi vous dans vos propres organisations, mais aussi de la conscientisation de ce qu'implique finalement le réchauffement climatique, en particulier alors, le référentiel d'un monde à 2 degrés, mais ça pourrait être extrapolé à plein d'autres niveaux de réchauffement. Et donc cette envie aussi qu'on a chez BL Evolution, c'est de mettre en exergue un peu justement des angles morts qu'on identifie, donc de passer un peu de temps au-delà de nos missions de conseil sur la production de contenu qu'on pense utile au grand public. Donc on l'avait fait, peut-être, je peux parler juste rapidement d'un autre contenu qui avait fait pas mal parler. On avait fait ça il y a quelques années sur un rapport qui s'appelait La France peut-elle s'inscrire dans une trajectoire à 1,5 degré. Donc c'était vraiment centré sur l'ensemble des restrictions collectives qu'il fallait organiser pour s'inscrire dans une trajectoire à 1,5 degré, donc à savoir les recommandations du GIEC. Et puis, du coup, quelques années après, on a constaté que non seulement, effectivement, l'atténuation n'est pas suffisante, mais en plus, quand on parle d'atténuation, on a encore trop tendance à se projeter par rapport au passé et qu'il faut aussi envisager le scénario finalement alternatif à 1,5 degré, c'est plus 2, plus 3, plus 4 degrés et qu'on manque encore d'outils pour prendre les bonnes décisions. Donc notre métier, c'est d'aider à ces décisions-là et de manière plus générale de diffuser les contenus qu'on pense utiles. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on va vous présenter en quelques mots ce soir. Super, merci beaucoup. Écoutez, je propose que vous... Qu'est-ce que la France à plus de degrés? Je peux prendre la suite, si tu peux passer les diapos, Baptiste. Du coup, pourquoi la France à 2 degrés? Effectivement, bonne question. Déjà, il faut savoir que chez BL Evolution, on s'intéresse de plus en plus à l'adaptation et en lien aussi avec ce sujet, on voit que de plus en plus, que le sujet émerge de plus en plus, notamment en France. Donc, on a aussi au niveau international donc la sortie du 6e rapport d'évaluation du GIEC qui a été publié en 2021-2022. On a également le plan national d'adaptation au changement climatique 3 qui devrait sortir courant de l'année. Donc on voit que l'adaptation, qui est plutôt le parent pauvre en France, commence de plus en plus à être présent et à avoir des questions émergentes au niveau national. Donc nous, c'est un de nos axes sur lequel on travaille chez BL Evolution, avec la résilience.
Donc, comme l'a dit Alexandra, on a déjà publié une étude sur plus 1,5 degré. Qu'est-ce que ça signifie en termes de défis et d'impact associés. Et donc là, pour aller plus loin, on a voulu s'intéresser à une France à plus de degrés. Donc je reviendrai dessus pourquoi plus de degrés. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet sur lequel on travaille et où on a voulu aller un petit peu plus loin. C'est aussi en lien avec ce qu'on peut voir avec les territoires. Donc on travaille notamment Alexandra et moi avec les collectivités et les territoires. Sur tout ce qui est adaptation, mais pas que. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que on a des retours d'expérience et des observations, c'est que les défis rencontrés en matière de préparation, de projection face au changement climatique, qui a souvent des difficultés, en tout cas, à répondre à ces risques climatiques, et qui a effectivement un manque sur tout ce qui est aussi planification et mesures d'adaptation. Donc ça, c'est un constat sur lequel on s'est appuyé et qui a poussé aussi à faire en sorte qu'on s'intéresse à ce projet finalement de R&D chez BL Evolution. On peut voir aussi qu'on a de plus en plus d'impact donc au niveau médiatique, au niveau national, on le voit avec tout ce qui est inondation, de plus en plus présente, tout ce qui est tempête, tout ce qui est aussi lié aux thématiques. Donc on a notamment lié à la thématique de la ressource en eau, donc on a des problèmes de conflit d'usage, de disponibilité en eau. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit médiatiquement, mais également au sein de nos missions. Donc ça fait partie aussi d'un des leviers qui fait qu'on a voulu s'intéresser et monter ce projet. Et enfin, un dernier point aussi, c'est faire comprendre que plus 2 degrés, ce n'est pas un objectif vertueux. C'est pas un objectif vers quoi on voudrait aller. C'est un moindre mal, c'est-à-dire que en fait, à travers ce projet, on a voulu montrer que même un réchauffement de plus de degrés, ça entraînera quand même des impacts significatifs et indésirables. Donc, c'est ce qu'on a voulu démontrer à travers ce projet et montrer également que la nécessité de viser des objectifs plus ambitieux en lien avec la réduction de nos émissions. N'hésitez pas à compléter Alexandra et Baptiste. Et du coup, pourquoi ce format? Donc, c'est un format qui sort un petit peu du lot, si je puis dire. On a l'habitude de faire des études. Et là, on est sous un format sous forme de récit. Effectivement, il y a la difficulté de se représenter ce que signifie en France plus de degrés de moyenne mondiale. Donc, on observe aussi des hétérogénéités au niveau national. Donc, on n'a pas un réchauffement qui va être le même partout sur la métropole et aussi les outre-mer. On n'a pas les mêmes impacts, on n'a pas les mêmes vulnérabilités. Donc, on voulait démontrer tout ça à travers l'étude. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs récits à plusieurs endroits différents, avec différents secteurs qui sont mis en avant. On voulait aussi montrer concrètement qu'est-ce que ça signifie en termes de données climatiques, ce qui est température, inondation, tout ça, on voulait qui est beaucoup chiffré, tout ça, qu'est-ce que ça signifie en termes de concret, donc dans la vie quotidienne des Français et des Françaises. On voulait aussi démystifier et détechniciser la question climatique. Donc, c'est rendre, on va dire, de façon, vulgariser en tout cas tout ce que ça signifie en termes d'impact, de vulnérabilité, rendre les choses moins techniques et plus accessibles au grand public, parce que finalement, il y a quand même encore un grand nombre de personnes en France qui ne sont pas forcément sensibles ou qui n'ont pas forcément les connaissances ou l'accès à toutes ces données et toutes ces études. Donc voilà, on voulait vraiment toucher un maximum de personnes en ayant une approche un peu différente d'une étude classique. Donc là, en passant par les récits. On voulait aussi passer par les émotions pour faire sentir et ressentir les changements. Donc on sait que les émotions peuvent être parfois facteurs d'action, donc les émotions différentes. Donc tous nos récits n'ont pas forcément, on va dire, le même état, si je puis dire, d'esprit. En tout cas, il y a des récits qui sont un peu plus durs, qui vont peut-être
projeter plus de la peur, d'autres qui vont avoir plus la notion d'espoir. Donc voilà, en tout cas, on voulait jouer un peu sur tout ce qui est émotion comme moyen de sensibilisation. Voilà, pour derrière faire prendre conscience de l'urgence et de l'importance d'agir face au changement climatique. Et enfin, on voulait s'adresser, comme je l'ai un peu dit déjà, à un public varié, y compris experts aussi. Donc, c'est pas parce qu'on est parti sur une forme narrative qu'on ne s'adresse pas non plus à des experts. On a mis en place donc une jauge de confiance, donc on pourra revenir dessus, où il y a vraiment toutes les sources qu'on a utilisées. Donc, on s'est vraiment appuyé sur des études, sur des données fiables, des projections aussi climatiques, qu'on a transposées ensuite sous forme de pop-up dans chaque récit. Mais voilà, pour les plus experts et les personnes les plus pointues, si je puis dire, on a laissé accès à toutes ces sources. Donc voilà, si vous voulez compléter, Alexandra ou Baptiste, sinon on peut passer à la suite. Oui, pas particulièrement complété, mais simplement ajouter le fait que je pense que le changement climatique, on le ressent aussi personnellement dans notre quotidien et dans nos régions d'origine ou dans les endroits du monde dans lesquels on a pu vivre. Et ça, c'est aussi ce qui a orienté, j'en reparlerai un petit peu après, mais ce qui a orienté notre choix de récit. Moi, par exemple, je viens du sud de la France, du sud-est, et donc la question des sécheresses, c'est quelque chose depuis tout petit qui marque mes parents et qui m'a marqué. Donc, forcément, on avait envie aussi de le transposer dans nos récits et donc jouer justement sur ces émotions. On passe justement donc à la partie le comment. Donc, on avait cet objectif donc de détechniciser, de démystifier le climat et le changement climatique, et notamment ce plus de degrés qu'on a parfois un peu de mal à peut-être à comprendre parce que c'est assez éloigné du quotidien. Et donc, on avait envie de passer plutôt par la fiction et donc d'être dans un aller-retour constant entre des données scientifiques et un travail plus fictionnel, plus narratif, plus créatif. Ça, c'est ce que dans le monde académique, on va appeler un dispositif art-science, pour faire un peu cool. Dans les faits, c'est simplement l'idée d'un côté d'avoir tout un travail de parcourir des rapports que certainement vous connaissez déjà, donc les derniers rapports du GIEC, notamment le deuxième volet sur l'adaptation et les impacts et la vulnérabilité, dans lequel on allait fouiller pour essayer de faire sortir les articles et les données les plus à jour sur la question climatique, et plus spécifiquement sur les secteurs qui nous intéressaient. Et pour déterminer quel secteur nous intéressait, on s'est basé sur deux choses. D'abord, les secteurs qui nous semblaient vraiment essentiels et qui, d'une certaine manière, paraissaient qu'on ne pouvait pas éviter, par exemple l'agriculture, l'alimentation ou la mobilité. Et puis des territoires ou des secteurs qui, comme je disais, nous parlaient vraiment personnellement. Par exemple, Orléna, je pense au chapitre qu'elle a rédigé qui s'appelle Danse avec les vagues et qui parle d'outre-mer et d'élévation du niveau de la mer. De mon côté, c'était plus, comme je vous disais, je suis des Alpes d'Haute-Provence, donc un chapitre qui se passe sur un territoire justement provençal de moyenne montagne. Donc voilà comment on a sélectionné nos secteurs. Ensuite, on a cherché nos données qui pouvaient correspondre à ça et qui étaient les plus à jour. Et pour que le lecteur et la lectrice puissent se retrouver et savoir à quel point on était sûr de ce qu'on avançait, à quel point on était confiant dans les données qu'on pouvait avancer ou dans les histoires qu'on pouvait raconter, on a misé sur une jauge de confiance qui est une pâle copie de celle du GIEC, c'est-à-dire à 3 niveaux, avec un niveau de conscience relativement faible, un niveau relativement modéré, un niveau plus élevé de confiance, soit parce qu'on observe déjà les tendances et qu'elles risquent de s'accentuer, soit parce qu'on a des modélisations climatiques relativement fiables et un certain consensus scientifique sur l'évolution de certains types d'impacts, par exemple, sur certains territoires très précis. Et donc ça, c'est toute la partie scientifique. Et en même temps, il y a toute la partie fiction qui était importante. Je pense pouvoir dire que aujourd'hui, quand on a des fictions sur le climat, parfois elles sont normatives, donc elles sont
pas toujours très intéressantes à lire. Quand on recrée de nouveaux récits, souvent on va faire des récits qui sont effectivement chargés d'espoir, mais s'il n'y a pas de péripéties dans le récit, l'histoire elle n'est pas particulièrement intéressante à lire. Et donc c'était vraiment important pour nous d'avoir des histoires qui sont intéressantes à lire en elles-mêmes, sans nécessairement passer par la case scientifique. C'est-à-dire que nos nouvelles, on essaie d'avoir un incipit, des personnages auxquels on peut se raccrocher, qu'il y a un transport narratif qui puisse se créer, et puis une chute. Alors les chutes, elles sont pas toujours incroyables, on n'est pas sur du Buzzati ou de ces grands, du Hemingway ou ces grands auteurs de nouvelles, mais l'idée c'était que ce soit relativement intéressant à lire, pas trop long, assez accessible, et que donc il y a un aller-retour entre toutes ces données scientifiques qu'on a et la fiction, parce que parfois on va écrire une scène et on se rend compte que pour cette scène-là, il nous manque certains éléments scientifiques. Tiens, que se passera-t-il pour la production de fromage et de comté dans un monde à plus de degrés, parce qu'on a des personnages qui sont en train de manger du comté à table. Donc voilà, c'est que l'idée, c'est que la fiction, elle aussi, puisse nourrir aussi la science dans notre travail. Et puis oui, si vous avez l'occasion de lire ces nouvelles, vous verrez qu'elles sont ni particulièrement catastrophistes. On a essayé d'être le plus réaliste et proche de l'état des connaissances, mais elles sont pas chargées d'espoir non plus. C'est un équilibre un peu difficile à trouver, parce que, comme on le disait, un monde à plus de degrés, pour nous, c'est pas un monde qui est particulièrement désirable, et il y aura des impacts importants, il y aura des pertes qui vont se produire, on va atteindre certaines limites dans l'adaptation, et donc on n'a pas essayé particulièrement de parler de solutions d'adaptation qui fonctionneraient à coup sûr, ou parce qu'il y a une grande marge d'incertitude. Donc on a essayé de garder cette grande marge d'incertitude dans ce travail-là. Et donc le site, je vois qu'on est à 17 minutes de parole à peu près, donc j'avance. N'hésitez pas, après on pourra discuter vraiment de la méthodologie plus en détail si vous le souhaitez, ou de ce qui nous a motivés à rédiger cette étude. Enfin, cette publication. On a dit qu'on parlait plus d'études. Donc on a décidé de créer un site internet pour que ce soit le plus accessible possible. Ce site, c'est lafranceà2degrés.fr. Les slides qui suivent, c'est essentiellement des aperçus, enfin des screenshots de notre site, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ce que je vous propose, Alexandra et Orlena, c'est que si à un moment vous souhaitez compléter ou ajouter des éléments, ou voilà, vous n'hésitez pas à m'interrompre, aucun souci. Donc sur le site, on retrouve 6 récits principaux. Peut-être qu'on peut rapidement, très brièvement les présenter, au moins le synopsis. Je commence par le premier, Ça sent le sapin. Ça se passe en moyenne montagne, dans un territoire qui ressemble au Jura, et ça traite de la transition des stations de ski, mais ça traite aussi de comment le paysage peut changer dans un monde à plus de degrés, notamment les forêts, et de l'accès à l'eau de manière générale en moyenne montagne. Alors Léna, je te laisse présenter les larmes sèches. Oui, donc les larmes sèches, c'est notamment, ça traite notamment le sujet de l'agriculture. Donc pas seulement, mais pareil, tout ce qui est question de l'eau, et en termes d'impact, tout ce qui va être canicule, sécheresse, etc. Et donc on va suivre un personnage qui vit en coopérative, en fait. Donc on a essayé d'hypothéser un modèle agricole. Et il fait face à différents défis, face, comme je disais, notamment aux sécheresses et aux canicules. Donc voilà, perte de rendement, etc. Rassurez-vous, il n'y a que 6 récits. Donc. le troisième récit qu'on a écrit, c'est Le calme après la tempête, et on suit un personnage qui est médecin urgentiste en période de canicule dans une métropole, et aussi en période d'épidémie de dengue, puisque avec le changement climatique, on a certaines maladies vectorielles qui risquent de remonter en métropole.
Danse avec les vagues, du coup, ça se passe en Polynésie française et du coup, on suit un personnage qui vient de métropole, qui arrive en Polynésie pour un programme de relocalisation, en fait, pour des îles insulaires pour ses grands-parents. Donc, on va suivre voilà, son périple avec ses cousins tahitiens. Mais voilà, en gros, ça traite de la montée des eaux pour les petits États insulaires qui voilà, enfin la question de relocalisation pardon, sera présente. Et enfin, nos deux derniers récits, il y a le streamer et le papillon. C'est un streamer connu, enfin fictionnel encore une fois, hein, c'est pas Squeezie, mais qui est en train de faire un live sur la biodiversité dans un espace, enfin un territoire basalpin de moyenne montagne et plutôt provençal. Et il est avec une personne qui lui décrit la forêt et les derniers incendies et comment petit à petit la forêt change et la garrigue prend de la place sur des espaces dans lesquels elle n'était pas par le passé. Et enfin, le dernier chapitre va traiter notamment de la mobilité et des transports. Donc, on va suivre le périple d'un personnage qui se rend à Carcassonne depuis Paris et où il lui arrive pas mal de petits incidents. Donc voilà, tout ce qui est question liée au transport, la mobilité, comme je disais, et en lien avec les impacts liés notamment à la canicule et à un événement extrême, donc une tempête. Voilà, on a parlé 22 minutes. Si vous voulez, on peut juste vous montrer rapidement à quoi ressemble un texte. Donc ça ressemble à ça. On n'est pas à la minute près. Hein, c'est ma formation universitaire qui voulait qu'on respecte la minute près quand on a. Non, si tu veux, effectivement, je ne sais pas si tu nous partages, c'est un partage d'écran ou si c'est un. Peut-être montrer le. Montrer le site directement. Ouais, ou si c'est pareil qu'ici, je sais pas. Ouais, ça va être pareil qu'ici. Je vais rester sur le PDF, mais n'hésitez pas à aller voir directement sur lafranceà2degrés.fr. Là, vous avez un aperçu écran du récit sur l'agriculture. Et comme vous pouvez le constater, certains passages du texte sont en couleur. Donc là, on voit bien qu'il y en a en jaune et tout en bas en vert. Et ça, ce sont les passages sur lesquels on a mis une jauge de confiance. Et lorsqu'on passe la souris, on a une pop-up qui apparaît. Alors là, c'est une pop-up qui est particulièrement chargée parce que c'est un élément qui était particulièrement important en matière de données à sourcer. Mais donc là, comme on est sur une jauge jaune-orange, notre niveau de confiance est intermédiaire. On explique, alors là, sur un paragraphe assez conséquent, mais pourquoi est-ce qu'on pense que ce qu'on décrit peut se produire ou va se produire dans un monde à 2 degrés. Et ensuite, vous voyez les 3 sources qui nous permettent de l'affirmer, en sachant qu'il y a des sources qui sont des sources plus ou moins scientifiques ou des modèles qu'on peut utiliser. Mais on a aussi parfois des sources, bien sûr, de presse parce qu'on a des impacts climatiques qu'on observe actuellement. Et c'est ce qu'on voit là, par exemple, on a France Bleu. Alors, ça ne fait pas une source très scientifique, mais c'est une source de ce qui se passe déjà et de ce qui pourrait à l'avenir s'accroître en matière de bouleversements liés au climat. On a une page à propos dans laquelle on explique toute notre démarche. C'est un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui, mais de manière plus détaillée. La couleur orange est très flashy, mais on va peut-être la changer un jour. Mais là, vous trouverez toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser. C'est sous forme de FAQ. Et on a aussi une page source, bien sûr, dans laquelle on liste toutes nos sources bibliographiques, qui pour l'instant n'est pas très axée expérience utilisateur, mais sur laquelle on va travailler aussi. Est-ce que Orléna et Alexandra, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Juste pour rebondir sur la page source, elle est disponible sur le site. Là, je pense que c'est une capture d'écran qui date un petit peu, mais l'onglet, en tout cas, source est disponible. Tout à fait.
Et sinon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on est dispo pour vos questions. Trop bien, merci beaucoup. Alors moi, je connaissais, j'ai peut-être une première question pour vous lancer, mais je pense qu'il y en a plein d'autres questions. Je pense qu'il y a par exemple, je pense à Claude qui a clairement un récit qui pourrait l'intéresser. Et c'est que là, est-ce que depuis la soirée de lancement en décembre dernier, vous avez eu des sollicitations de la part de vos clients, de la part des projets qui sont... Enfin, est-ce que ça a déjà rencontré des synergies par rapport à d'autres projets de BL Evolution Excusez-moi, Émilie, c'est pas à côté de moi, mais... Ouais, bah, bon, très concrètement, là, non, parce qu'il s'est passé les vacances de Noël et du coup, il s'est pas passé grand-chose. Mais en tout cas, on voudrait vraiment, ouais, en fait, on imagine plusieurs usages, non seulement comme support pédagogique de sensibilisation et puis même, pourquoi pas, reproduire ça dans un contexte donné, donc notamment effectivement auprès des territoires avec lesquels on travaille. Mais même, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que le vecteur récit marche aussi, dans les organisations privées, plus comme vecteur de sensibilisation. Donc enfin, c'est un des usages qu'on imagine là à court terme, mais pour l'instant, on n'a pas encore de retour parce que du coup, voilà, ça fait que 1 mois qu'on a publié tout ça. D'accord. Alors, il y a une question de Thomas. La France à 2 degrés, c'est 2 degrés en France ou dans le monde? Est-ce que ça a été expliqué? Et sinon, les autres, n'hésitez pas à prendre. En gros, ouais, c'est bien le référentiel dans le monde. Après, je vous laisse compléter, Baptiste Orléans, si vous voulez. Mais en fait, l'idée, c'était qu'on a choisi ce référentiel-là pour plusieurs raisons. En fait, aujourd'hui, c'est le référentiel mondial, enfin quand même encore utilisé puisque c'est celui de l'accord de Paris. Donc, en fait, on voulait vraiment prendre ce référentiel-là, donc mondial, ce qui veut dire plus en France, hein, bien sûr, pour montrer effectivement que cette trajectoire-là, elle est déjà non désirable. Et on n'était pas dans une optique de dire, imaginons quelque chose de encore plus probable, plus 3 degrés dans le monde, par exemple, tel que le veut le plan national d'adaptation, parce que on voulait déjà montrer que déjà plus de degrés, c'était déjà des situations auxquelles nous ne sommes pas prêts. Voilà, le but, c'est pas d'aider à faire un plan d'adaptation en France et d'expliciter toutes les conséquences, c'est vraiment de montrer à quel point derrière un petit chiffre, il y a une multitude de conséquences qu'on n'imagine pas, et il y a des effets dominos, il y a des effets de multicrise. Donc voilà, on a vraiment choisi le référentiel finalement mondial aujourd'hui du plus de degrés. Il y a encore une question de Thomas qui demande quelles ont été les inspirations culturelles pour les histoires. C'est pas facile cette question. Thomas, est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par inspiration culturelle? Tu veux dire inspiration culturelle de manière générale pour rédiger l'aspect fictionnel? On peut partir de ce principe-là. Je pense qu'on peut plus ou moins parler chacun pour soi là-dessus, parce qu'on a tous tous les trois nos références, même si on en partage certaines. Mais typiquement, dans certains récits, par exemple celui sur le streamer et papillon qui se passe dans les Alpes d'Haute-Provence, la référence, enfin moi j'essaie de partir un peu sur comment aurait décrit Giono, comment Giono aurait décrit le territoire par rapport à la Provence de Pagnol. En fait, c'est un peu d'opposer ces deux Provences, la Provence très rocailleuse de Marseille et la Provence de Giono un peu plus montagneuse, et de montrer que petit à petit, il y a la Provence de Pagnol qui est en train de gagner sur celle de Giono. Et pour moi, c'est un peu triste. Et un autre exemple, dans Le calme après la tempête, j'ai été personnellement pas mal influencé par Ravage de Barjavel, avec toutes les limites que peut avoir Ravage de Barjavel, qui a été écrit quand même pendant l'occupation, et Barjavel, d'un point de vue collaboration, a eu
il y a quelques questions là-dessus, mais en tout cas, sur l'aspect descriptif d'une catastrophe liée au feu et à la chaleur, il y a clairement ce bouquin qui m'a influencé. Orléna, je pense que, et Alexandra, vous avez vos propres références. Ouais, Oui. moi, ça va être surtout Danse avec les vagues, donc qui se passe en Polynésie française. Donc, j'ai vécu 10 ans à Tahiti. Et du coup, c'est vrai que tout ce qui est outre-mer, souvent, c'est un petit peu délaissé aussi par rapport à tout ce qui est données climatiques. Voilà, enfin, comme c'est très loin, on n'a pas forcément tous ces territoires à côté de nous. Donc, voilà, il y a un petit décalage spatial et voilà, c'est souvent un peu les oubliés. Et moi, ça me tenait à cœur aussi de montrer que voilà, la Polynésie fait partie de la France et on est confronté à la montée des eaux. Donc évidemment, on a la montée des eaux aussi au niveau de la métropole. Mais là, on a vraiment la question de relocalisation parce qu'on a des États insulaires. Donc, c'est des petits atolls qui font quelques mètres de haut, qui sont à quelques mètres de haut au-dessus de l'océan. Et voilà, avec la montée des eaux, ces questions-là se posent. Donc voilà, moi, c'était un de mes récits, on va dire, qui me tient à cœur et voilà, où vraiment, toute mon enfance, j'ai pu m'appuyer dessus aussi pour notamment la rédaction et rendre le récit le plus vivant possible. Ouais, moi, j'ai pas forcément conscientisé une inspiration plus qu'une autre. C'est vrai que je lis à la fois des nouvelles, de la science-fiction ou quoi. Donc, au final, là, ce qui nous a guidés, j'ai l'impression, c'était plus déjà la variété des thématiques et même de changer de ton narratif. Donc, finalement, c'est peut-être plus ça qui nous a guidés. Après, je pense qu'on a eu un aspect aussi, on a tiré le fil, enfin, pour les parties fictives, on a tiré le fil un peu de signaux faibles qu'on voyait déjà. Donc, j'ai pas le sentiment, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai pas le sentiment qu'on a vraiment pris un aspect complètement fictif dans le sens où on n'a pas imaginé un autre univers, mais on a plutôt tiré le fil d'une trajectoire probable, plausible, d'adaptation qui soit avec ses effets délétères comme avec ses aspects positifs. Et voilà, c'est en tirant ce fil-là, donc il y a quand même un aspect continuité à minima, c'est pas en rupture complètement avec le présent actuel, mais c'est en tirant quelques aspects que l'on voit. Enfin, pour prendre un exemple, sur un des récits où on a le plus peut-être fait part de la fiction, c'est celui sur l'agriculture, où on a imaginé quand même une dépendance assez forte à des outils, des logiciels d'intelligence artificielle. Ça a été un parti pris parce que c'est quelque chose qu'on pressent aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on a une démarche de critiquer ça ou non, chacun l'interprétera tel qu'il veut. Et justement, c'est de créer aussi des débats sur des signaux un peu faibles qu'on voit dans la société. On n'a pas utilisé de design fiction, non. Je vois la question. Mais on nous a proposé justement, c'est ça qui est intéressant là, dans les usages un peu qu'on imagine autour de ces récits. Enfin, déjà, on n'imagine pas tout. Et là, au contraire, ça a été venu d'une personne qui nous a dit qu'elle imaginerait bien, en fait, planter ce décor-là qu'on a imaginé auprès de designers pour imaginer vraiment carrément des objets dans ces mondes-là ou des concepts. Donc, après, nous, on l'a fait, mais pas de façon conscientisée. Enfin, on a imaginé des tas de choses comme le système d'assurance qui évoluerait, des systèmes de solidarité aussi en cas de crise climatique. Donc finalement, là aussi, en partant de choses qui peuvent exister de façon ponctuelle et en imaginant qu'elles soient élargies et du coup, comment ça peut s'organiser dans la société. Eh ben, franchement, un grand bravo. Le site est super beau et les nouvelles, c'est un travail hyper impressionnant, vraiment bravo. Par rapport à tout ce travail d'écriture, moi je regrette qu'il y ait pas vos noms à chaque fois, pour savoir qui est l'auteur de quel article, enfin de quelle, nouvelle. Sinon, je voulais savoir un peu combien de temps, il vous a fallu pour faire, ça et quels sont vos projets? Et j'aimerais aussi savoir, ce que vous avez prévu pour la suite. Est-ce que vous allez en écrire d'autres? Est-ce que, enfin voilà, quel est le projet, quoi? Ouais, on est présenté dans la page à propos. Après, en fait, les nouvelles, elles sont vraiment le fruit d'un travail collectif. Même si une personne a plus travaillé sur le plan, le fil narratif et les péripéties, on a souhaité quand même que ce soit présenté de façon collective. Et puis, sur chaque nouvelle, on a eu de nombreux collègues qui nous ont donné leur avis. Donc, voilà. Du coup, il y a plus notre présentation dans la page à propos.
c'est pas plus nominatif que ça ensuite sur la partie récit. Et alors j'ai oublié la deuxième question, mais la question du graphisme, on a été aidé d'un collègue, enfin c'est plutôt un ami graphiste qui n'est pas chez BL, mais qu'on connaît très bien, donc qui nous a proposé ces visuels-là. Et du coup, j'ai oublié la deuxième question. Ah oui, non, c'était quoi? Non, je sais plus. J'ai cru que j'en suis souvenu, mais je me rappelle plus. Ah oui, est-ce qu'il y aura des nouveaux récits? Oui, voilà. On aimerait bien. Alors, ah oui, non, tu demandais quel était le temps qu'on y passait. Voilà. Je crois qu'on y a passé beaucoup de temps. Je sais plus combien, mais c'est un peu ce que j'expliquais en préambule, c'est que du coup, il y a des projets qui nous tiennent à cœur à BL Evolution où on accorde du temps, mais c'est du temps clairement ça fait pas partie de nos missions rémunérées. Donc après, c'est notre modèle qui nous permet de faire ça. On va dire qu'au global, on s'en sort, mais ça reste un projet dans lequel on investit parce qu'on y croit fort. Et voilà, c'est un projet où l'entreprise a vraiment porté ça au global pour qu'on puisse se permettre de dégager notre temps sur le reste de nos démarches. Et Baptiste sur sa thèse, qui l'occupe principalement. Donc, tout ça pour dire que du coup, là, on a considéré en fait au bout de 6 récits qu'on pensait que c'était le moment de publier. Alors, on aurait pu en faire 10, 12, mais on s'est dit, finalement, là, on a on a rodé la méthode, on a une panoplie de propositions assez variées et suffisantes pour proposer quelque chose. Donc déjà, on a pris cette décision-là qui n'était pas évidente de dire, on se dit que là, on fait la publication, on fait vivre la matière que ça fait 1 an qu'on construit. Donc bien sûr, pas 1 an à plein temps, mais 1 an à pas mal de temps. Et du coup, on aimerait bien faire d'autres récits. Après, on se dit que c'est aussi à l'opportunité, voir si justement c'est un vecteur qui pourrait intéresser des acteurs un peu institutionnels comme l'ADEME ou en effet, je parlais au tout début auprès de nos clients s'ils souhaitent qu'on produise ce genre de contenu pour eux, mais voilà, dans un principe aussi de diffuser, de faire effet boule de neige. Nous, on c'était un peu comme aussi personne ressource. On n'a pas forcément envie de tout faire nous-mêmes, mais on se dit que y a cette méthode un peu là qu'on a essayé de développer, qui a priori n'existait pas trop sur cet angle-là en particulier. Bien sûr, des récits, on a beaucoup, mais pas forcément sous cet angle. Donc, on a envie aussi de le faire vivre et de faire un peu effet boule de neige. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Alexandra et sur le fait de ne pas avoir signé les nouvelles, c'est aussi effectivement qu'on les a. Que les nouvelles ont été rédigées sous forme d'un entrelacement de différentes participations de notre part. Par exemple, un des premiers récits qu'on a écrit sur le tourisme et la montagne, c'est vraiment écrit à 6 mains, quoi. Et c'est difficile de savoir qui a écrit quoi exactement dans le texte. Et je pense que ce qui est important dans cette démarche, c'est aussi le fait qu'on a tous des sensibilités, tous et toutes des sensibilités différentes. Il y a des choses qui nous touchent plus ou moins. Et parfois, dans un récit, il y avait des commentaires, je me rappelle, dans la colonne, avec des personnes qui avaient besoin que ce soit plus fort sur certains aspects et moins fort sur d'autres. Va plus loin lorsque tu parles de la chaleur, parce qu'on a besoin de la ressentir davantage, par exemple. Et parfois, donc je pense qu'en fait, le cœur de ce travail, il est moins scientifique que sensible. On a vraiment essayé de mettre nos émotions en avant et d'écrire avec les tripes, je pense. Et donc là, c'est difficile dans notre méthode et notre méthodologie de l'écrire noir sur blanc en disant voilà, une bonne méthode pour écrire une fiction sur l'avenir et sur le climat, c'est d'écrire avec ses tripes. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Je vois qu'il y a une question. Oui, en fait, je m'occupe d'un concours d'imaginaire bas carbone qui est porté par les shifters, qui s'appelle Shiftopie. Je suis copilote de ce concours. Et en fait, on a été et donc l'année dernière et cette année, ce sont des concours sous des formats BD et vidéo. BD 2 pages à 4 et vidéo 1 à 2 minutes. Et l'année dernière, on a été contacté par une communauté de communes justement qui travaillait sur son SCOT pour afficher
les finalistes, et les projets qui avaient été portés par les finalistes et c'était assez intéressant et c'est vrai que je me suis en vous écoutant, je me demande comment est-ce qu'on pourrait collaborer, Shiftopie et vous, voilà. Après, évidemment, nous, on est tous bénévoles. J'imagine que vous aussi, en grande partie, sur ce travail-là. Enfin, il faut voir, il faudrait y réfléchir. Ouais, on pourrait en discuter, Claude, il y a pas de souci, mais du coup, pour le coup, nous, on n'a pas du tout été bénévoles, hein, là-dessus. C'est vraiment un travail qui est rentré dans notre temps, de travail, hein. C'est ce que j'expliquais un peu sur notre, démarche d'entreprise où on essaye de prendre vraiment notre temps de travail et d'investir sur du contenu qu'on pense utile, à la société et donc ça, c'est un peu notre vision de l'entreprise, BL Evolution globale. OK, super. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail, normalement vous la trouverez sur le site. Si ça vous intéresse, qu'on organise un échange. Sur le site La France à 2 degrés? Oui, vous avez un onglet contact. On avait échangé, où on avait relayé Shiftopie. Oui, 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 vous avez relié Shiftopie, bien sûr. Oui, oui. Et nous, on vous a Oui, donc vous relayé avez dans notre sur notre Discord. Oui, oui. Ah oui, oui. Ouais, on imagine un peu pour l'instant, on a testé en fait le format audio en décembre dernier. Là, on a organisé une soirée pour parler de ce contenu-là qui était diffusé publiquement. Et donc, dans cette soirée, on a engagé une comédienne pour qu'elle lise un des récits. Et donc, le format audio a été assez parlant, c'est le cas de le dire, vecteur de différemment finalement, parce qu'on se plonge différemment dans l'histoire. C'est pas évident de rester attentif, hein, en audio, mais voilà, on a eu vraiment des retours assez positifs. Donc, alors ça enlève la partie jauge de couleurs que montrait Baptiste tout à l'heure, mais on pense que ça pourrait être un très bon format. Et là, on est en train d'y travailler sur qu'est-ce qu'on y met dans ce format audio, une lecture, des interventions de presque de témoins du changement climatique, d'experts. Donc, affaire à suivre. Et après, BD, pourquoi pas. Voilà, c'est aussi une logique d'opportunité. On va pas pouvoir tout faire, donc on va essayer d'avancer sur ce sujet, mais peut-être pour dire aussi que quand on a, sur d'autres expériences où on a produit comme ça du contenu un peu important au niveau de la société, c'est qu'il y a eu une prise en main qu'on n'a presque pas trop mesurée à l'époque. Là, je parle de nos précédentes études. Et du coup, finalement, tu posais la question du suivi, justement. C'est quelque chose, on pose ce truc-là et on voit ce qui se passe, entre guillemets. Et c'est aussi quelque chose qui est chouette. On n'a pas forcément la valeur ajoutée à nous dessiner, par exemple, une bande dessinée. Mais par contre, si quelqu'un souhaite le faire et qu'on peut être là et donner notre avis éventuellement, s'il est utile ou quoi. Pareil, on pourrait imaginer une forme de pièce de théâtre. On pourrait vraiment beaucoup imaginer. Et nous, on a envie d'accompagner ce genre de projets, de produits pédagogiques, mais on n'est pas obligé de les faire nous-mêmes. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on parie, quoi. C'est la richesse de l'ensemble des acteurs et des actrices qui vont lire ces récits. Donc voilà, en tout cas pour le projet, on imagine plutôt à court terme audio à venir. Et le reste, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des personnes intéressées aussi pour apporter leur pierre à l'édifice. Bonsoir. Moi, je suis Gaëtane. Juste un petit constat, mais peut-être que je me trompe. Ça doit être un choix délibéré de poser le récit dans une France à plus de degrés sans la positionner dans le temps. Peut-être que vous l'avez évoqué dans votre présentation, mais j'ai parcouru là deux, trois nouvelles et je me rends compte que ça peut être demain dans les modes de vie et dans ce que vous racontez, voire après-demain. Et après, les personnages disent il y a 20 ans, il y a 10 ans, mais vous ne le positionnez pas comme chez Topine, nous, la démarche est vraiment 2050. Quoi, là, j'ai choisi un autre chemin.
Oui, je me permets de répondre. Oui, effectivement, c'est voulu. Alors, bon, on est quand même autour plus ou moins de 2050, on va pas se se le cacher. Mais si on regarde la fourchette des scénarios du GIEC, du plus optimiste au peut-être pas du plus optimiste, on va dire du 2.6 au RCP 8.5, globalement, il est quasiment sûr que l'on atteindrait les 2 degrés entre 2040 et 2060. Maintenant, 2040 et 2060, c'est un gros écart. Et donc, on a décidé volontairement de ne pas fixer une date très précise pour justement, effectivement, entretenir un peu ce flou. Parce que 2040, c'est demain d'une certaine manière. Et il faudrait vérifier l'ensemble des modélisations climatiques, mais pourquoi pas 2035 même. C'est pas complètement à exclure si on a des scénarios d'emballement climatique avec des boucles de rétroaction positives qui font que ça se réchauffe plus vite que prévu. Donc, vous avez raison, on a voulu ne pas mettre de date, même si lorsqu'on lit les récits et qu'on a un personnage qui a 70 ans, 80 ans en 2050, enfin 70 ans, 80 ans, et qui dit qu'il est né dans les années 70-80, on peut deviner plus ou moins la décennie. Mais on a essayé de laisser un flou, effectivement. Intéressant justement dans une démarche auprès de territoires, parce que finalement, c'est vraiment, tu te dis, ça c'est cette année, c'est l'année prochaine, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. Je trouve ça intéressant comme façon de projeter la chose, parce qu'en plus les habitudes du quotidien sont, enfin, du peu que j'ai lu, là j'ai pas le temps de tout lire, mais sont un peu similaires aux nôtres. On n'a pas un changement de mode de vie très marqué dans les histoires que vous racontez. Peut-être pour rebondir là-dessus, il y a une partie finalement qu'on n'aborde pas souvent dans l'adaptation, c'est aussi s'adapter à l'imprévisible. Et là, on n'est pas capable de dire si c'est dès demain ou l'année suivante ou dans 10 ans. Mais en réalité, il faut s'y préparer, puisqu'il y a cette incertitude-là à laquelle aujourd'hui on n'est pas vraiment préparé. On a une société qui est très régie par des mécanismes alors plus ou moins agiles, mais voilà, avec ce qu'ils apportent parfois de difficultés, de complexité, tant par l'échelle qu'ils proposent que par le nombre d'acteurs impliqués. Donc, je pense que ça, finalement, c'était peut-être pas voulu tel quel, parce qu'on a simplement souhaité se dire on se positionne à plus de degrés. Et en effet, comme disait Baptiste, quoi qu'il arrive, ça aura lieu dans les quelques décennies qui arrivent. Mais en plus, ça apporte finalement ce questionnement-là de oui, on n'est pas capable de dire quand, et en même temps, il faut s'y préparer. Et la variabilité tant du climat que de l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu en ce moment, et les incertitudes des modèles climatiques, les incertitudes d'une année à l'autre, des facteurs climatiques comme non climatiques, font que cette incertitude finalement qu'elle apporte aux lecteurs, aux lectrices, elle est intéressante aussi comme expérience utilisateur. Ouais, et peut-être juste pour rebondir là-dessus, il y a certains récits, je pense notamment à Danse avec les vagues, où le plus de degrés est peut-être plus tardif. On le laisse un peu aussi en flou, mais l'élévation du niveau de la mer telle qu'elle est décrite dans le chapitre est peut-être un peu plus tardive, euh, on peut très bien, on imagine très bien que le niveau de la mer va pas s'élever aussi vite que les températures, que ça va être un phénomène qui est beaucoup plus long. Donc on est peut-être plus sur les 2060 et plus que sur les 2035-40. Après, pour rebondir dessus, effectivement, on n'a pas pris, on ne parle pas d'horizon temporel, mais par exemple, justement, là, pour rebondir sur Danse avec les vagues, on s'est quand même appuyé sur des modélisations en prenant en compte à peu près l'horizon temporel 2050, en lien avec un réchauffement à plus de degrés. C'est ce qui donne, en gros, le niveau de montée des eaux qui est retranscrit dans le récit. Donc on s'appuie quand même sur un horizon temporel, et on garde en tête en tout cas le plus de degrés à chaque fois selon
selon les récits? Alors, ça fait déjà presque 1 heure, donc il ne faudra pas qu'on fasse trop long, mais dans le chat, il y en a qui demandent, quelle suite il pourra y avoir, s'il y a des développements prévus en bande dessinée, en pièce de théâtre, et d'autres, qui carrément proposent, d'aider. Moi, à titre personnel, je suis curieux de savoir ce que signifie le BL de BL Évolution. Alors, je peux répondre à la dernière question rapidement. C'est les noms de famille des 2 cofondateurs, donc Boucheron et Louis. Donc, Sylvain Boucheron et Charles-Adrien Louis. Sur la question des rédacteurs, on pourrait justement imaginer un peu, ça fait partie de nos pistes de réflexion pour les suites qu'on n'a pas encore formalisées, mais on pourrait imaginer, comme je disais tout à l'heure, un peu se positionner en personne ressource, imaginer un comité un peu un groupe de travail. Donc ouais, c'est à discuter si vous, ça vous évoque des choses dans vos contextes. Voilà, comme on disait là, on a produit une certaine matière et on a envie qu'elle se diffuse, donc on est ouvert à des partenariats autant que le temps nous le permettra. Et sur le rapport des récits et des actes, alors j'ai pas lu ce rapport-là. Effectivement, ce qu'on disait aussi, c'est qu'au début de la présentation, on rappelait vraiment le rôle des récits. En effet, souvent, en ce moment, on va dire que les récits sont très utilisés pour parler du futur désirable, et ça a complètement sa place, je pense. Enfin, nous, on le voit en tout cas au niveau des décideurs locaux. Il y a besoin de récits de transition, et nous, donc, on l'a utilisé sur, il nous semble, une porte d'entrée un peu différente pour vraiment parler des risques de la prise en compte des risques. On dit souvent que l'humain est plus sensible à la météo que le climat, et effectivement, on voulait sortir des statistiques pour parler de climat. Et voilà, ça a été un vecteur différent, mais c'est tout à fait reconnu que les récits ont une utilité très importante dans le changement, tout simplement. Je sais pas où en est Charles pour conclure, mais je voulais vous remercier vraiment, parce que c'est une super présentation, super intéressante. Votre projet, il est incroyable, et j'espère qu'il va être lu par beaucoup de gens. Là, ça va être l'heure d'enchaîner avec, la vie du groupe, Nouveau Récit. On va parler de Shiftopia, du film qu'on a fait pour le Nikon Film Festival, de l'Observatoire des Imaginaires. Enfin, il y a plein de choses de prévues, mais on va couper le live pour, pas faire une vidéo trop longue, et ceux qui veulent suivre, le groupe de Nouveau Récit des Shifters sont les bienvenus. En tout cas, voilà, encore un grand merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. C'était un plaisir extra. Oui, excusez-moi, je disais, j'avais un problème de micro qui s'était déconnecté, mais merci Christophe d'avoir remercié Alexandra, Baptiste et Orléa. Et merci à vous. Si on a d'autres questions, soit on vous les transmettra, sinon je ne sais pas si on a mis l'adresse mail quelque part dans la discussion. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Et puis, on se... voilà, à très vite. Bonne soirée, au revoir. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup d'être venu. encore. Au revoir.